à tous, à toutes, à il, Yel, elle, tout le monde, quoi, bref, à tous les fans de Popcorn Reborn, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivront plus tard, à tous ceux qui ne nous suivent pas. Bref, bonjour. Bonjour, hello, good morning. Vietnam. Voilà, donc on se Saigon. retrouve à nouveau, la bande de Popcorn Reborn. Il est samedi matin et comme vous le voyez, on a des gueules de gens réveillés, frais, pas de vieilles suées Pas de gueule de bois. qui pourraient transpirer l'alcool, rien de tout ça, on est en pleine forme. Alors, Adrien, comment vas-tu? Adrien va très bien. Adrien va bien. Adrien a très bien dormi, j'ai dormi 9h30 pile. Et il parle de lui à la troisième personne, il est notre Alain Delon national. Giovanni, comment vas-tu? Salut. Bah, ça va, écoute, que dire de plus depuis les semaines dernières? Content de vous retrouver, sûrement. Et puis, puis voilà, on avance tranquillement dans ce confinement, reconfinement, reconfinement. Mais enfin, on prend presque l'habitude de ces choses-là et surtout, on se donne du temps pour faire et voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues dans d'autres circonstances. Donc, c'est cool pour moi. C'est beau, c'est bien dit, c'est magnifique. J'avais envie de répondre comme un présentateur français de France 2 dans les années 70, mais je n'ai pas de réplique. Guillaume, comment vas-tu? Mieux depuis que j'ai entendu Giovanni nous dire à quel point ce confinement lui était profitable, et je suis ravi que ça se transforme en expérience spirituelle de retrouvailles avec soi-même, des gens, c'est ça le plus important, effectivement. Bah écoute, moi, magnifique. Comme l'a dit notre cher Premier ministre, moi je mène une vie de moine pendant ce confinement parce que je pense que sans cet effort collectif, nous n'y arriverons pas. Donc voilà, je suis heureux de m'être converti à l'ascétisme tout bouddhiste puisse-t-il être. Ne faites pas la promotion de valeurs anti-civiques, messieurs. Nine, 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 j'ai dit. Bref. La bamboche, d'accord. Vous nous retrouvez pour une prog numéro 2. Donc la semaine dernière, on vous présentait donc notre nouvelle formule, c'est-à-dire qu'on ne revient plus, comme les vlogs, sur un cinéaste, sur une filmographie, sur un film en particulier, par exemple. On vous présente donc les progs, c'est-à-dire des films, des séries, des livres. On a décidé de s'ouvrir parce qu'on s'est dit, oh, vous allez bouffer du contenu comme vous bouffez du McDo, on va pas se mentir, je suis sûr que vous avez fait la queue, hein, comme des gros enfoirés. Alors du coup, on est là pour vous guider spirituellement, notamment, parce que guider la culture, c'est guider le spirit. Exactement. Je pense. Et autant Benjamin laisser est un peu comme un meilleur, prêtre qui aime les enfants. Je suis un peu comme un prêtre qui aime Adrien. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, on va passer à la suite avant que ça ne tourne mal. Alors, on va d'ailleurs démarrer par notre, j'ai envie de dire, par nos deux grands enfants, les deux grands enfants de Popcorn Reborn. Et d'ailleurs, j'hésite à choisir lequel va se lancer. Et je me dis que. Le majeur ou le mineur? Comment? Le majeur ou le mineur? Celui qui a des cheveux, celui qui en a plus. En fait, c'est plutôt ma question. Ah oui, le beau gosse ou l'autre? C'est ça. Et du coup, je me dis qu'on va commencer par, vu qu'on parlait de mineurs, on va commencer par un mineur qui lance des toiles et qui s'accroche dans New York un peu partout. Si ça te va, Adrien. Le plus grand super-héros de tous les temps. Ah yes, Batman, c'est parti. Oui. J'aime la kryptonite. On va revenir sur une console, enfin un jeu qui est sorti sur une console, qui était un très bon jeu, une très belle surprise, et qui a été développé par Insomniac Games chez Sony. Oui, donc on va parler de Et Spider-Man. Collector. Oui. Donc Spider-Man qui est sorti, donc comme tu l'as dit, donc le jeu est sorti en 2018. Il a été donc jusque-là, les Spider-Man étaient développés, appartenaient en tout cas au niveau du jeu vidéo à Activision. Donc c'était Activision qui s'occupait depuis très longtemps, depuis au moins la PS1, depuis le premier sur PS1, qui était génial. Et Activision fait notamment les Call of Duty, entre autres. Oui. Ils font de très bons Call of Duty. Donc jusque-là c'était Activision. Sony a récupéré le bazar, a récupéré la licence et a confié les rênes à Insomniac Games. Très bon développeur qui avait fait les Ratchet & Clank sur PS2, PS3, PS4 et bientôt PS5.
Donc pourquoi ce Spider-Man? Parce qu'il y a la suite qui arrive, non, qui vient de sortir, j'ai vu qu'il venait de sortir, sur PS4 et PS5, qui s'appelle le Spider-Man Miles Morales. Donc je reviens sur le premier, le Spider-Man qui est sorti en 2018, donc sur PS4, et qui va avoir le droit à un remaster sur PS5. Donc attention, on entend par remaster quelque chose d'assez léger quand même, hein. C'est un petit coup de polish ici et là, Alors, et on envoie le bazar. il y a un coup de polish, mais ils ont quand même refait le visage. Oui, après, personnellement, je le trouve plus agréable à regarder, mais c'est Alors, personnel. Adrien est un hypocrite parce qu'il y a quelques temps, Adrien trouvait que le nouveau visage était une catastrophe. Oui, sur le coup, j'ai trouvé que c'était une Ça catastrophe, j'ai réagi très vite, et puis au final, en fait, j'ai regardé les comparatifs, je trouve qu'il est quand même plus agréable à regarder. C'est vrai. Bref, passons dessus. Donc, Spider-Man, donc très très bon jeu de Spider-Man. Jusque-là, on avait eu la chance d'avoir de très bons jeux Spider-Man, que ce soit déjà sur PS1 avec les 2 jeux qui étaient sortis, qui étaient très bons. Après, on avait eu des jeux sur PS2, notamment l'adaptation du premier film de Sam Raimi qui était très très bonne, et le deuxième qui était très très bon. Sur console next-gen, donc Xbox 360 et PS3, on avait eu très bon Spider-Man aussi, notamment le Spider-Man Dimension, qui était Excellent. vraiment très très bien. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps, il a pris un petit coup de vieux quand même. Donc jusque-là, on a eu la chance d'avoir quand même de très bons Spider-Man, d'autres Spider-Man qui étaient un peu plus malheureux. Mais donc on a eu le droit là, en 2018 à ce Spider-Man. Donc c'est un open world où on peut donc se promener où on veut dans tout New York. Et donc c'était une adaptation, en fait c'est pas un scénario adapté d'un comics ou d'un film, où ça reprend ici et là quelques trucs, mais c'est un scénario complètement nouveau, une histoire on va dire complètement nouvelle, avec des personnages qu'on connaît fort bien, avec Torque May, Docteur Octopus, je sais plus il y a qui d'autre, il y a Norman Osborn. Norman Osborn, il y a Electro, il y a donc voilà, tous des têtes connues de l'univers de Spider-Man, et c'est vraiment très très bien. Certains considèrent que c'est vraiment l'adaptation ultime de Spider-Man sur console. C'est une très 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 bonne adaptation. Oui, on peut aller jusqu'à dire que c'est quasi ultime, parce que c'est quasi parfait. L'histoire est vraiment très très bien, le gameplay est parfait aux petits Alors, de quoi oignons. ça parle, Adrien? Dis-nous tout. Bah, j'avoue que là-dessus, c'est assez classique. C'est Peter Parker qui vit sa vie de Peter Parker entre le boulot, ses histoires de cœur, ses problèmes d'argent, ses problèmes avec Tante May, et qui va devoir faire avec sa vie de super-héros, donc Spider-Man, qui est mené ici et là avec des super méchants, avec des histoires ici et là. Donc, j'avoue que c'est assez classique, mais c'est très 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 bien fait. C'est très bien écrit. Les personnages sont hyper attachants. Et du coup, voilà. Donc, je vais pas trop spoiler non plus parce que bah, vous verrez s'il y a des choses quand même très intéressantes, même si j'ai trouvé personnellement que c'était parfois assez convenu au niveau de l'histoire. Toi, je sais que tu avais un peu plus aimé l'histoire que moi. Moi, je trouvais que c'était par moments un peu convenu et parfois que ça allait un peu vite. Déjà, il y a Monsieur Négatif qui est un méchant qu'on voit très rarement. Qui est un bad guy en fait, que lorsqu'il active ses pouvoirs, il est tout en négatif, il est vachement sympathique. Et en fait, il a un gang, c'est une sorte de gang terroriste, et qui va agir contre New York. Et c'est tout l'intérêt du jeu, c'est que, alors autant ça peut sembler convenu, moi je trouve qu'au contraire, c'est un jeu. J'ai l'impression que c'était un des premiers jeux post à traiter du 11 septembre comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a même un attentat à New York et on nous met en plus dans la peau de Miles Morales, là je ne spoil pas grand-chose, qui va passer à travers les cendres, quoi. Et c'est une expérience visuelle finalement qu'on n'a pas connue, je pense, aux jeux vidéo, mais qu'on avait connue au cinéma avec La Guerre des Mondes de Spielberg. Quand vous aviez Tom Cruise qui rentrait chez lui, puis il avait les cendres des victimes sur sa tronche. Il y a un peu cette idée dans Spider-Man, du coup, ça m'a énormément touché. Le gameplay qui est malin, qui est parfois très filmique avec des QTE, c'est-à-dire que vous appuyez sur les bonnes touches pour que la cinématique s'enclenche correctement. Et en même temps, quand on est le Spider-Man, les combats sont hyper dynamiques, inspirés vachement aussi par les Batman Arkham, forcément. Mais vous avez tout un tas de combos avec la toile. Enfin, en tout cas, on se marre bien. Après, oui, l'histoire, ça va un peu vite. Il manque un acte. Pour moi, il manque au moins, ouais, peut-être aller 1 heure de cinématique.
Il manque, Ouais, avec le gameplay qui va autour, mais du coup, ouais, ouais, à grosso complètement. merdo, il manque une Ah heure ouais, cinématique. principal en 13-14 heures. Je pense qu'il manque au moins 3 heures de jeu. Le Euh, problème, c'est qu'il y a une espèce de déséquilibre un peu bizarre sur la fin, en tout cas. ouais. Jusqu'à un moment donné, en fait, voilà, il y a le scénario. À un moment donné, il se passe quelque chose. Il y a un personnage, il lui arrive quelque chose et il vire. Et à partir de là, ça s'enchaîne très, 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 Ouais, très vite. En ouais, quelques missions, en 3-4 missions, ça s'enchaîne. Alors, du coup, ça va très, très vite. Et du coup, le personnage a pas le temps de vraiment se développer au moment où il en est. Et on sent qu'il manque un peu de cinématique et ils ont dû couper peut-être à un moment donné, qu'ils ont dû envoyer le truc un peu vite, ils avaient une deadline. Donc c'est un poil dommage, mais après le jeu reste ouais. vraiment, l'histoire vraiment Après, passionnante. Et surtout le trio Monsieur Négatif, Peter Parker et Tante May, ce trio de personnages est vraiment très 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 bien écrit et très touchant. c'est-à-dire ouais, il y a ça aussi. On a une tante May qui est assez énorme. En fait, sa réécriture, ils en ont fait quelqu'un qui gère, qui est responsable dans un centre de personnes sans domicile fixe, et donc qui aide la communauté pauvre de New York, sachant qu'elle-même a très très peu de moyens et que Peter a aussi est en fait un étudiant pauvre malgré tout. Et on retrouve dans ces idées-là, mais dans l'écriture donc, mais aussi dans la mise en scène, on retrouve beaucoup de Raimi. Et nous, c'est ce qui nous a plu forcément parce qu'on adore Sam Raimi, on adore sa trilogie qui reste fondamentale. Et ils ont même repris l'idée du métro, quoi. À part qu'ils l'ont développé autrement, mais ils ont repris l'idée du métro à stopper, quoi. Et c'est tout un tas pas juste de clin d'œil, mais de dire, on sait qu'on a un Très héritage, très bien intégré, ouais, c'est assez. on sait qu'on a un héritage à porter, quoi. Donc autant assumer parce que on peut pas faire comme si ces films n'avaient jamais existé, vu que c'est ces films-là qui ont pu porter le genre super-héroïque à son apogée, donc autant l'assumer. Je me demandais un truc, l'influence de Rémi, elle est présente également dans les précédents jeux vidéo qui sont inspirés de Spider-Man ou bien c'est surtout marqué sur celui-là? C'est surtout Euh, marqué sur ouais. celui-là quand même. Ah Les oui. précédents étaient beaucoup moins cinématographiques, étaient beaucoup plus jeux vidéo. Ouais. Euh, donc c'était beaucoup moins présent. Peut-être, ouais, si, ça va être forcément présent sur l'adaptation tirée directement du film, forcément. Mais non, celui-là prend un axe. Après, il revient aussi, tu as beaucoup aussi de clins d'œil bien digérés à, par exemple, The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Donc, il digère vraiment beaucoup d'influences de beaucoup de Spider-Man différents pour en faire quelque chose, une espèce Ouais, de symbiose assez enfin, intéressante. Et il arrive quand même à en avoir une identité qui lui est propre. ouais, enfin, après, sur les Amazing, c'est quand même un modéré. Il y a des C'est petites modéré, choses, mais ça mais, reste là quand même, quoi. mais C'est parce que j'ai l'impression en fait que, alors corrigez-moi si je me trompe, vous connaissez manifestement mieux le sujet que moi, mais qu'aujourd'hui quand tu dis je vais adapter Spider-Man, que ce soit en cinéma, que ce soit en jeu vidéo, tu adaptes presque autant le film de Rémi que l'œuvre originale en fait. Tellement les films de Rémi ont cette importance séminale en fait dans la culture populaire et ont généré des images, des plans, des scènes qui ont là presque redéfini en fait complètement le personnage et ce dont il est porteur, son imaginaire dans l'inconscient collectif en fait. Du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, adapter Spider-Man, ça revient presque autant à adapter c'est Rémi qu'adapter le. c'est exactement ça. Et puis, même sur la fin, sans vous spolier, il y a tout un. À la fin, c'est un combat qui est mythologique, avec une sorte de fils, de fils adoptif qui doit affronter son père, mais en fait, son père qui est dans le sens d'une figure mythologique, quoi. Hmm. Donc, enfin, je pense qu'Adrien peut confirmer. Oui, bon, on en revient à peu près à ce que faisait Rémi sur la fin du premier Spider-Man, quoi. Ouais, ce qu'il faisait, il faisait très bien avec le bouffon vert. Là, le jeu vidéo l'a retravaillé, mais avec le Docteur Octopus. Et du coup, enfin, tu vois que quoi qu'il arrive, ils ont bien compris. Après, il y a d'excellents comics, il ne faut pas oublier, mais ils ont non seulement bien lu les comics, mais ils ont compris le pourquoi de la réussite de Rémi, quoi. C'est-à-dire que Spider-Man, ça peut pas être un bourgeois. Son costume, ça peut pas être un truc hyper technologique qui est sorti des Stark Industries. Ça, c'est impossible. Tante May, elle lutte pour survivre au quotidien. Et ça peut pas être Tony Stark.
Et quoi? Et ça peut pas être Tony Stark. Avec Guillaume, t'as dit quoi? Alors, c'était pour reprendre la célèbre punchline de notre Jolie. Ça ne peut pas être une E. Non, Rien dit, je suis innocent. Ouais, il y a un peu de ça aussi, mais en tout cas, ouais, il y a cette lecture, il y a cette lecture qui est importante. Et maintenant, on a vu avec le Miles Morales qu'ils ont, par exemple, ils ont intégré le costume du film d'animation Into the Spider-Verse, qui est une claque absolue. Et ben, ils ont intégré même aussi les onomatopées quand on se bat, quoi. Ouais. Et le fait que l'image soit on va dire, en espèce de stop motion, ça a été aussi visuellement intégré. Donc l'image, tu as l'impression qu'elle saccade, mais en fait, c'est voulu. Et c'est vraiment très très chouette visuellement. Et la mise en scène du Miles Morales, on pouvait voir quelques extraits, elle est aussi marquée par le Into the Spider-Verse, quoi. Et on voit du coup à quel point le cinéma peut impacter le jeu vidéo, quoi. Et en bien. En bien, fort. Mais je me disais que qui aurait fait un excellent Spider-Man chez Sam Raimi? Adam Sandler. Eh bien, bonne journée à tous et à toutes. Merci, au revoir. Madison, son costume de l'homme araignée qui est en train de péter un câble pendant qu'il tire, etc. Moi, ça aurait été. Il aurait pu faire Spider-Man, mais dans une réalité alternative. Dans Spider-Verse. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, bah, du coup, si vous avez fini sur ce Spider-Man PS4, je pense qu'on peut se mater une bande-annonce ou un extrait de Si gameplay. jamais vous voulez le trouver, il y a le Miles Morales qui vient de sortir. J'ai vu qu'à Gamecash, il avait reçu un stock sur PS4 et PS5. Donc vous pouvez l'appeler, il fait du Quick and Collect. Du Quick and Collect ou du Click and Collect? Click and Collect, pardon. Ils vendent aussi des burgers. N'oubliez pas. Bon, on se retrouve dans 2 petites minutes. With Fisk behind bars, what's next? And the city's safer than ever. Maybe Peter Parker can have more of a life. Are you in trouble? Do you need money? No, I mean, I'm a little behind on my rent, but no, I'm fine. Take care of this place. It represents the best part of me. This is Miles. He's gonna be helping out around here. For acts of extraordinary bravery. I'm the one who kept order in this city! What is this? Devil's breath. Your city and everything you care about will be destroyed. The people will beg you for help, but you won't be able to save them. Get more backup. Wait! We've got to play this just right. Please stop! Maybe the city needs our friend more than you think. Alors, nous voilà après un extrait du Spider-Man PS4 donc, qui était sorti en 2018. Comme vous avez dit, Adrien, il y a une suite 1.5 donc intitulée Miles Morales qui est sorti, je crois, il y a 2 jours, ou il y a une journée sur PS4 et PS5. Donc, on va maintenant passer à d'autres super pouvoirs, à une saga qui a traversé le papier, qui a traversé le petit écran, mais aussi le grand écran. Et nos cœurs. Et nos cœurs, et nos figurines, et tout ce qu'on veut. Et notre portefeuille, notre banquier, elle a traversé tout le monde. Elle s'appelle Dragon Ball. Bah oui, bah alors Dragon Ball, les gars. Ça fait un moment que j'avais envie de changer un petit peu de série télé ou de cinéma. J'avais envie de vous parler d'un truc que j'ai découvert moi personnellement sur le très tard.
J'ai 39 ans et je pense pouvoir dire que ça fait moins d'un an que, non pas je connais l'univers, parce que comme tout le monde, j'en avais entendu parler, mais ça fait un peu moins d'un an que j'ai vraiment eu l'occasion, la chance, le plaisir de me plonger dans ce genre de petites choses. Dans la Perfect Edition en plus de Dragon Ball. Alors, avant de vous dire pourquoi j'aime cet univers-là et de vous en dire un peu plus, déjà Dragon Ball c'est quoi? Dragon Ball c'est l'histoire du parcours de Son Goku qu'on suit depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il est accompagné de nombreux personnages, il cherche pendant pas mal de temps, pendant ses petites aventures, les fameuses Dragon Balls, hein, les 7 boules de cristal magiques qui permettent au super dragon Shenron d'apparaître quand on formule la bonne formule magique. Et tout au long de sa vie, Son Goku, en fait, il est amené à combattre des adversaires qui sont de plus en plus forts, mais ça ne le démonte jamais parce que lui aussi devient finalement de plus en plus fort. Et puis, il rencontre des ennemis qui deviennent au fur et à mesure, parfois pour certains d'entre eux, des amis qui l'aident et l'accompagnent dans cette grande quête. Et puis, voilà, si vous connaissez l'univers de Dragon Ball de loin, comme moi il y a quelques temps, ou de beaucoup plus près, comme moi maintenant, il y a quand même des personnages, je vais en citer quelques-uns, mais quand même pas des moindres, qui vous parleront forcément si je vous dis Krillin, si je vous dis Bulma, si je vous dis Kame Sennin, Yamcha, Piccolo, Vegeta, C18, Son Gohan, Trunks, Chichi, Raditz, Son Goten, Freezer, Cell et même le fameux Mister Satan. Bref, ça fera sourire tout le monde et surtout ça rappellera des très très bons souvenirs, soit sur la version papier, je vous ai montré le premier, je vais vous montrer celui-ci qui marque le passage. Si vous connaissez la série animée, vous savez qu'elle se décompose en 2 parties. On a Dragon Ball quand il est petit, et on a Dragon Ball Z dès qu'il devient adulte. On change de cap en fait sur les épisodes. Et dans cette édition-là du manga au format papier, c'est à partir de l'épisode du tome 13, pardon, qu'on voit Son Goku devenir un adulte. Bref, on suit un peu ses pérégrinations. Et si on doit forcément poser la question de d'où ça vient Dragon Ball. Dragon Ball, c'est qui? C'est le manga culte, surtout d'un monsieur qui s'appelle Akira Toriyama. C'est le manga, faut le savoir, le plus lu et le plus vendu dans le monde. Alors, on a consolidé des chiffres, parce que certains pourraient me dire « Ah, c'est des conneries, c'est One Piece maintenant ». Alors ouais, sur la partie chiffres pur et dur, One Piece vend plus, mais sur une durée, qu'on va dire, plus large, c'est Dragon Ball qui reste en tête de tous les classements. Il est d'abord publié dans un magazine qui s'appelle le Weekly Shonen Jump. C'est la première fois qu'on le voit, c'est le 20 novembre 1984. Aujourd'hui, il est présenté dans des conditions de lecture, là je l'ai entre les mains et sous les yeux, qui sont franchement idéales. C'est un grand format, c'est des grandes planches, c'est du papier de qualité, c'est des nouvelles illustrations. Alors, on garde les mêmes dessins, mais on les met un peu au propre et on les met en valeur pour en faire des couvertures qui sont dignes de ce qu'on trouve de mieux sur le marché du manga. Et puis, on a amélioré aussi un petit peu la traduction. Il faut savoir que il y a pas mal de spécialistes de la traduction du japonais et surtout issus du monde du shonen, ces fameux mangas pour adolescents, plutôt masculins d'ailleurs, tels qu'ils avaient été faits à l'époque, qui se sont penchés un peu sur la question de savoir si toutes les expressions, parce que Dragon Ball en regorge par centaines, étaient bel et bien traduites comme il aurait fallu qu'elles le soient, quoi. Et donc voilà, on a refait vraiment un petit ménage complet. Ça s'appelle la Perfect Edition, c'est édité chez Glénat, c'est vendu chez nos potes de chez Cap Nord. Il faut savoir que c'est 34 tomes, 519 chapitres. Ça rassemble tous les arcs narratifs, comme je vous le disais, de Dragon Ball et Dragon Ball Z, même si il n'y a aucune distinction de fait qui est faite dans le manga en lui-même. Ça, c'est vraiment quand on le recolle sur la partie série télé. Que vous dire de plus? Que Dragon Ball, ça coûte, dans cette version-là, ça coûte 10,75 €. Il y a une version qui est un poil moins chère, qui coûte dans les 7 balles, si je dis pas de bêtises. Mais très sincèrement, à 3 € près, alors oui, 3 fois 34, ça commence à faire beaucoup, je l'entends bien, mais putain, l'effort vaut le coup parce que c'est un pur investissement, c'est une base absolue de mon point de vue et de ceux de mes enfants aussi qui les ont maintenant tous lus plusieurs fois même pour eux. C'est une base absolue, c'est, je pense, l'une des meilleures portes d'entrée dans le monde du manga. Moi, ça m'a ouvert des perspectives pour en découvrir d'autres gros classiques. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai par exemple de Saint Seiya, que j'ai également dans son intégralité, que j'ai super envie de lire. Bref, voilà, c'était pour moi l'occasion de me plonger un peu dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui est cool dans cette histoire, si je dois vous donner mon feeling là-dessus, c'est que maintenant qu'on a brossé le tableau de ce qu'on avait entre les mains, c'est de se dire qu'on suit finalement une quête qui se passe dans le monde, mais la Terre qui n'est pas la nôtre, le world comme ils le disent, et où effectivement on y croise tout un tas de personnages qui ne sont absolument pas notre monde à nous. On mélange un peu les genres, les espèces et tout un tas de personnages qui sont tous
marquant dans le sens où ce qui est très fort dans ce manga, à mes yeux, c'est que même les personnages un peu plus secondaires ont tout le temps un rôle qui les rend finalement déterminants tout au long de l'aventure. Et on est capable de retrouver des personnages qu'on voit peut-être un peu plus au début de l'histoire, qui reviennent un peu plus tard, des mélanges, des promesses qui sont faites au chapitre 25 qu'on voit revenir au chapitre 125. Enfin bref, il y a vraiment... on est tenu par un fil rouge, souvent porté sur les petites épaules, et qui deviennent les grandes épaules de Super Saiyan Blue machin de Monsieur Sangoku, mais malgré tout, on a une vraie quête, on a quelque chose qui est un excellent mix à mes yeux entre des moments cool sur lesquels on va se marrer et des moments sur lesquels on va tourner 25 pages d'affilée ou presque, où il y aura très peu de dialogue, mais on aura de la baston, putain, et de la vraie. On aura des moments dantesques de combat entre des personnages où on se dit, mais on sait à quel point c'est tellement improbable, mais on ne demande que de continuer de voir des combats comme cela, quoi. Et effectivement, on a un superbe... Un panel vraiment puissant de tout ce qui fait tous ces personnages un peu super-héroïques, comme on le disait un peu avant avec Adrien, mais on a le rassemblement de tous les éléments qui les rendent magnifiques à nos yeux, quoi, et qui effectivement nous permettent de traverser l'histoire de bout à bout sans faiblir. Je mettrais un mini bémol, moi perso, sur l'histoire en elle-même. Je trouve que la quête finale avec Boo, si vous connaissez, peut-être qu'elle aurait pu être soit un poil raccourci, soit un poil densifié dans la façon dont les combats sont menés, etc. J'ai eu la sensation d'arriver voilà, au 30e tome et de me dire peut-être que cette partie-là, elle a été plus demandée dans le sens où on lui a dit mais mec ça marche bien, il faut peut-être continuer un peu, plus en tant que tel que ultra nécessaire à l'histoire de base. Mais malgré tout, Toriyama il sort jamais de ce qu'il sait faire, raconter une belle histoire, rendre ses personnages charismatiques, et puis ben voilà, nous faire prendre notre pied du début à la fin. Et si vous voulez la fin, sans spoiler particulier, mais la dernière couverture c'est celle-ci, elle est magnifique. Elle rassemble les meilleurs personnages ou presque de la saga. Et effectivement, on a de quoi passer un putain de bon moment. Je conclurai juste en vous disant deux choses. Ça a continué Dragon Ball. Ça a continué avec le Dragon Ball Super, qui est officiellement la suite directe, voilà, de celui-ci, reconnu en tant que tel par Toriyama. Il y a eu d'autres petites parenthèses par-ci par-là, parfois par d'autres auteurs et d'autres dessinateurs, mais la vraie suite officielle, c'est celle-ci qui est encore en cours. On a le tome 12 ou 13 qui est sorti d'ailleurs au début du mois de novembre. J'ai pas encore commencé, je l'ai pas lu et j'ai pour ainsi dire pas trop de... J'ai pas forcément envie de m'y lancer maintenant, mais mes enfants sont dessus, sont à fond dessus et prennent leurs pieds, ils attendent tout le temps avec impatience les 3 mois qu'il va falloir attendre pour récupérer le prochain. Donc voilà, c'était ma petite sélection à moi pour cette semaine. Et puis allez faire un tour chez Cap Nord, ils font aussi du quick and collect, même du click and collect d'ailleurs. Et voilà, ils sauront vous conseiller au moins aussi bien que moi, mais Dragon Ball, jetez-vous dessus parce que putain c'est culte. Tu le disais Benjamin, on l'a vu dans les séries télé, le Club Dorothée tout le monde a connu et je pense que tout le monde se souvient forcément de Dragon Ball dans le Club Dorothée. On a connu les films au cinéma, moi j'ai eu la malchance d'aller découvrir Broly, ça vous parle forcément, à un moment où je connaissais que dalle à Dragon Ball. J'ai vu des mecs se fighter pendant 45 minutes non-stop et même pas saigner du nez. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et après, j'ai vu mes enfants à côté de moi qui avaient les yeux émerveillés, qui se sentaient dans une histoire que eux connaissaient. Ça m'a aussi donné envie de franchir cette étape-là et de ce fait-là de me mettre à les lire. Et puis après, on parlait de tous ces éléments-là. Et bien sûr, il faut qu'on parle aussi du jeu vidéo parce qu'il y a eu pas mal de jeux vidéo. Et il y en a un qui est peut-être pas le plus apprécié, j'en sais rien, j'ai pas trop checké les critiques, mais que nous on kiffe en ce moment, c'est le fameux Kakarot. Pourquoi ? Parce que Kakarot, c'est justement tout ça, c'est l'histoire en tant que telle originelle de Dragon Ball qu'on retrouve dans un jeu vidéo qui nous permet de retrouver les musiques d'époque, les personnages, enfin tout va bien, c'est pas que de la baston en plus, il y a une vraie histoire assez cool qui reprend finalement bêtement celle du manga, et voilà quoi, c'est un autre moment à passer autrement autour de ces personnages. Cordialement. Merci, bonne journée. Adrien va parler de Kakarot, je pense qu'il va avoir envie de... Kakarot, j'ai eu un poil de mal, pour être honnête, j'ai trouvé ça un peu long. Alors le début en plus, j'ai trouvé qu'il était horriblement long à démarrer. J'ai trouvé que les bastons cinématiques. J'avoue que les cinématiques, elles sont longues. Je trouve que les bastons n'étaient pas folles, je sais pas, je trouvais qu'il y avait en plus un décalage entre le jeu
et les parties baston, je trouvais que c'était pas hyper fluide, c'était pas. Je préfère largement les Tenkaichi ou les. Fighter Z, Non, Xenoverse. sur PS2 notamment. C'était pas dégueu, hein. C'est chiant, mais c'était pas dégueu. Je les ai pas fait, mais j'ai préféré tous les épisodes consacrés à la baston sur PS2. Alors, Guillaume, t'avais lu Dragon Ball, je crois. Ouais, bah en fait, moi, j'ai découvert Dragon Ball avec le Club Dorothée, qu'on ne remerciera jamais assez pour nous avoir fait découvrir l'animation japonaise en France. Et j'ai basculé sur les mangas après avoir connu la série télé. Et quand j'étais gamin, je me souviens que j'étais très surpris parce que déjà, tu voyais dans la série, les mecs, ils pouvaient passer un épisode entier à se parler avant de se mettre une claque, tu sais. Du coup, tu pouvais avoir des scènes de dialogue qui étaient allongées, interminables. Elles sont évidemment beaucoup plus concises dans les mangas. Et ce qui m'avait fait délirer, c'est de découvrir le langage ordurier, tu vois. Et ce qui est évident, c'est que les mangas rendaient beaucoup plus justice à l'esprit très... bon, c'est pas adapté à la situation, mais très rabelaisien, en fait, de Toriyama, tu sais. Parce que Tortue Géniale, qui est le vieux papy lubré qui va s'incruster sous les jambes des filles pour regarder si elles ont une culotte ou pas avant de se prendre une mandale par Bulma. En fait, c'est une blague de papy gâteau dans la série télévisée, mais sur le manga, tu vois que c'est un bon truc bien trivial, du genre sortez les serviettes et puis on y va, quoi. Et je pense que c'est marrant parce que ce genre d'état d'esprit, c'est assez cohérent avec un état d'esprit de français, rabelaisien, etc. Et tout, tu te reconnais bien là-dedans. Et en plus, je pense que dans la série, dans les mangas, dans la série et dans les films qui ont été dérivés, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré d'équivalent à ce que pouvaient être des combats de titans. C'est-à-dire, quand tu parles de combat de titans, tu imagines une puissance effroyable qui défie l'entendement et qui fait littéralement trembler tous les éléments. Et Dragon Ball, c'est le seul univers dans lequel tu vois que les éléments sont moins forts que les combattants. Et quand je dis les éléments, c'est le feu, l'eau, la terre, tu sais, ce genre de trucs qui, dans les films catastrophes, sont d'ailleurs là pour nous rappeler, qui veulent toujours se rappeler à l'homme pour lui poser des limites, genre, tu sais, les limites à sa grandeur, à sa puissance. Dragon Ball, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu vois la partie, je me souviens avec Freezer, quand ils sont sur Namek, et putain, en fait, c'est quand tu as deux combattants qui s'affrontent dans un film d'action, ils te niquent le décor. Et là, c'est la planète entière qui est niquée, quoi. Chaque coup de poing, bam, un tsunami ici, un coup de pied, un pouvoir, un Kamehameha, bam, tremblement de terre, holocauste là-bas, etc. C'est juste du n'importe quoi. Et c'est ce que le dernier Dragon Ball Broly qui est sorti au cinéma avait super bien démontré, tu vois. C'est que cette espèce de bousculer les éléments, tu vois, par la puissance dégagée par les deux belligérants. Et ça, c'est un truc moi, je n'ai jamais retrouvé d'équivalent ailleurs. Et ce que tu disais très bien aussi, c'est que le Dragon Ball étant un univers qui évolue, et surtout où les personnages gagnent en puissance, c'est-à-dire que tu prends le Son Goku Super Saiyan niveau 3 ou 4, je sais plus, qui affronte Sen, qui n'a plus rien à voir avec le Goku qui avait encore sa queue de singe, qui était accroché au dos et puis qui courait avec Bulma pour chercher sa première boule de cristal. Et il y a du coup il y a un différentiel de puissance monumental qui s'installe en fait à un moment donné entre les personnages, parce que les Krillin ne bouge plus finalement passé la période Namek, un Krillin ne bouge plus, mais il est toujours aussi important pour Son Goku dans l'histoire. Et ça, moi, c'est ce que j'ai bien aimé, moi, c'est ce qui me touchait, c'est que même si tu avais des personnages qui évoluaient, ceux qui n'évoluaient plus en termes de pouvoir à proprement parler, conservaient quand même une importance essentielle dans l'histoire, quoi. Et malheureusement, et là où je suis d'accord avec toi, et ça commence à me soulever un petit peu sur la partie boubou, c'est que cette cohérence-là, elle tendait à s'effilocher, en fait. Justement, sur la partie boubou, ça commence à traîner un peu en longueur, quoi. Mais ouais, il y a toujours cette importance-là des personnages qui faisaient que Dragon Ball, c'était pas juste des mecs surpuissants qui se foutaient sur la gueule et qui détruisaient des planètes entières en se mettant dessus, quoi, tu vois. Il y avait vraiment un noyau, un cœur avec un réseau qui était très bien articulé entre les personnages, leurs relations et comment tout ça s'est évolué, quoi, tu vois. Et c'est là que tu vois que Toriyama, il a vraiment réussi à créer une cosmogonie, un univers qui est hyper riche et cohérent et qui en fait qui a un fantasme que ce soit pour les gamers, pour les sériphiles, pour les lecteurs, c'est un fantasme qui se renouvelle pour tous les goûts, quoi. Et moi, je pense que ce truc-là a eu une importance qui n'a pas été comparable à Star Wars dans la culture populaire, ça serait exagéré,
Mais tu vois, il y a eu ce petit phénomène-là quand même, je crois vraiment. Ouais, puis il y a eu Man of Steel aussi. Oui, c'est pour lui. Nicolas, je sais rien. Faut lui reconnaître d'avoir essayé. Ouais, voilà, Je trouve. exactement. Non, mais perso, je connais pas grand-chose à Dragon Ball ou Dragon Ball Z. J'ai vu des épisodes passer, j'ai vu des personnages passer, j'ai joué à Xenoverse, j'ai joué à des jeux sur PS2. J'ai vu le Broly au cinéma qui m'a mis une claque absolue parce que je trouvais que c'était incroyable, c'était nerveux, en fait, c'était un vrai film en colère, quoi. Ouais. Et en plus, je trouvais qu'en une intro de 5 minutes, il avait réussi à faire ce que Man of Steel avait beaucoup de mal à faire en 20-25 minutes, quoi. Et tu sais, alors après, il y a l'efficacité de l'animation, faut le dire, mais il y a aussi l'écriture, quoi. mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis, mais en y repensant, je trouve que Man of Steel est presque plus une adaptation loupée de Dragon Ball qu'une adaptation de Superman. Bah, disons que le combat à la fin, si c'est pas du. Enfin, voilà. Grave. Mais ça reste Ah, on a perdu Adrien. que le c'est film pas Dragon Ball Evolution. Oui, ça reste, mais c'est ça que t'as dit, Ça ça va. reste meilleur que Dragon Ball Evolution. Oui. Ouais, mais alors là, on va sur des sujets qui fâchent. Donc, ce que je vous propose, si ça vous va, parce qu'on est à une bon 16 minutes, c'est de nous mettre une petite Un bande-annonce. extrait de Dragon Ball Evolution. Non, de Dragon Non, Ball. est-ce que. Ouais. Adrien, est-ce que tu peux mettre ta photo avec celle de Benjamin pour la sortie de Broly, s'il te plaît? Oui, je pourrais la mettre. Oui, je mettrai cette photo. Ouais, alors, je vous emmerde, et puis on se retrouve dans 2 minutes. Allez! Tu vas voir ce que tu vas prendre! Donc, on vient de voir un extrait de Dragon Ball Z, donc un extrait de la série animée qu'aura choisi Adrien et qu'il l'aura choisi judicieusement, n'est-ce pas, Adrien? Et on va passer aussi décidément à une autre forme de super-héroïsme, puisque ce sont des pouvoirs qu'on va utiliser sur un plateau d'échecs pour une fausse adaptation d'X-Men, Dixit Lemerou j'allais dire sur son blog Facebook, parce que son profil Facebook est devenu un blog. C'est ça. Après-avant-hier. On trouve tous les jours les remèdes. Ouais, c'est ça. Il y a des remèdes du jour contre le confinement et pour le déconfinement, à mon avis. Et donc, on va parler d'une mini-série écrite par Scott Frank. Et Scott Frank, si vous ne connaissez pas, c'est notamment le scénariste de Minority Report. Et il a été aussi le scénariste d'une série western, mini-série western pour Netflix qui s'appelait Godless, je crois. Godless, ouais, c'est ça. Et du coup, la série s'appelle Le Jeu de la Dame et Guillaume va nous en parler tout de suite. Voilà. Alors, comme l'a dit Benjamin, Scott Frank, c'était donc un scénariste qui était assez actif dans les années 90 et 2000. Il a notamment écrit aussi le Hors d'atteinte, qui demeure, à mon sens, l'un des meilleurs films de Steven Soderbergh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avec George Clooney et Jennifer Lopez. Et donc, ce qui est marrant, en fait, c'est de retrouver ce genre de talent à la télévision, parce que je trouve que c'est assez symptomatique, finalement, de ce qui est devenu l'art narratif, en fait, ou la manière de pratiquer à l'aune du paysage audiovisuel actuel. C'est-à-dire que ce type-là, qui est un scénariste de talent, qui a le sens du récit très échevelé, très construit, qui s'autorise toujours des petites digressions, mais pour toujours mieux revenir sur un vrai narrateur au sens noble du terme. En fait, ce type-là ne travaille plus tellement pour son médium d'origine qui était le cinéma, pour se retrouver aujourd'hui sur la télévision, dans lequel en fait le mec a à peu près des pleins pouvoirs via Netflix pour élaborer non seulement les sujets qui lui plaisent, pour les traiter sur des arcs de 6-7 épisodes comme il le veut, et aussi
pour passer derrière la caméra, parce que le mec était aussi réalisateur. Je trouve que, mine de rien, voilà, quoi, c'est assez révélateur que cette fameuse distinction qui n'a, Benjamin vous le dira mieux que moi, qui n'a jamais vraiment tenu, qui veut que le cinéma, ça soit un art visuel et la série télé, ça soit un art de l'écrit où les personnages d'action avancent avec les dialogues, ça ne tient plus. Et en fait, ça ne tient clairement plus. Et quand on voit le jeu de la dame, on se dit que c'est clairement ça aurait pu être, il y a quelques années de ça, un film de 3 heures, d'accord, oscarisable, qui est taillé pour la saison des Oscars, avec un sujet prestigieux, un traitement haut de gamme, une actrice qui expose tout. Mais voilà, aujourd'hui, ça se retrouve sur Netflix et c'est décliné en 7 épisodes différents. Alors, le jeu d'âme, c'est l'adaptation, je crois, des mémoires de Bess Harmon, en fait, qui a été une très très grande joueuse d'échecs aux États-Unis, qui est la première joueuse d'échecs américaine à avoir battu les soviétiques, qui à cette époque-là étaient absolument imbattables, imprenables sur ce truc-là, un peu comme les Jeux Olympiques en fait. Et en fait, le truc, c'est que la série n'est pas un truc académique, en fait. Académique, linéaire, où on va apprendre, voilà quoi, il y a partie 1, gamine, elle va rencontrer les jeux d'échecs. Partie 2, adolescente, elle va grandir, machin, etc. Évidemment, il y a cette trame-là, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il investit, en fait. Et ce qu'on voit, ce qu'il est en train de construire progressivement, petit à petit dans la série, on se rend compte, c'est c'est une super-héroïne, en fait. C'est que Bess Harmon, en fait, devient progressivement une super-héroïne. Pourquoi ? Parce que le mec l'affirme dès le départ comme une icône dans un univers qui est lui-même soumis à l'iconisme. C'est-à-dire que vous regardez dès le début, vous avez une lumière qui est hyper travaillée. Franchement, on dirait d'être le Janusz Kaminski, le chef opérateur de Steven Spielberg, qui serait mis en fait aux manettes pour le truc. C'est génial. Il y a cette espèce d'impression diaphane qui s'empare des trucs avec des contrastes très prononcés, mais qui est déjà quelque chose de très expressionniste parce que ça va nous décrire les états d'âme des personnages et du personnage. Vous avez un rythme qui est assez lent, un orphelinat qui a l'air presque de sortir d'un film fantastique gothique, d'un film gothique espagnol, les films de Balaguerro, comment il s'appelle, de Bayona, etc. et tout, qui sont nourris de ces sensibilités-là. Donc il y a déjà énormément de richesses visuelles qui sont contenues dès l'introduction. Et ce qui est marrant, c'est que cette richesse visuelle-là ne va faire qu'évoluer en fait avec le sujet et avec l'évolution du personnage principal. Et c'est vraiment ça qui est absolument génial, c'est que la série, il y a certains des plus beaux moments de cinéma que j'ai pu voir cette année sur grand ou petit écran. Je les ai vus en fait dans une série télé, dans cette mini-série en fait qui est déclinée en 7 épisodes. Et ça comprend aussi la manière de penser même ta mise en scène par rapport au sujet. C'est-à-dire que tu es avec une gamine qui est une prodige des échecs à partir de 8 ans. Elle a des visions en fait, où elle se shoot en fait pour voir sur son plafond un échiquier dans lequel elle s'amuse à réordonner les pièces en fonction des jeux, etc. Et tout. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que finalement, comme elle le dit elle-même, elle fait ça, en fait, elle se sent en sécurité dans un jeu d'échecs, là où la vie la met en incertitude permanente parce qu'elle a été abandonnée par sa mère, elle avait des traumatismes, etc., etc. Donc, ce qu'elle fait, c'est que toute cette relation sociale, son rapport à l'autre, son rapport à son environnement, va être pensé comme une partie d'échec. Et la manière dont elle approche l'autre, que ce soit sa mère adoptive, que ce soit ses amis, que ce soit les joueurs qu'elle rencontre, les amants qu'elle va rencontrer dans son périple, en fait, il y a toujours cette relation. En fait, je suis comme sur une table d'échecs face à l'autre. Comment je vais approcher, les non-dits ou ce que je prononce à demi-mot, etc. Et tout. Tiens, je vais décider de passer mon tour là. En fait, la nana vit dans un jeu d'échecs littéralement quoi. Et le mec, dans sa mise en scène, dans sa manière de raconter son point de vue, se met à sa place et bâtit sa mise en scène, bâtit son récit en fait comme un jeu d'échecs permanente entre elle et son environnement et entre les personnes qui l'entourent. Et le truc, c'est que c'est comme ça qu'il nous fait comprendre le principal, c'est que finalement c'est comme vous voyez, c'est les personnages de soldats qui sont jamais revenus du front, qui sont toujours à la guerre, les combattants qui veulent toujours être sur la ligne, etc. Et tout.
et qui pense survivre en fonction, Bess Harmon, c'est un petit peu ça en fait. Et on voit que l'essentiel pour elle, au fur et à mesure, c'est la manière dont elle va finalement arrêter de penser sa vie comme une partie d'échecs, qu'elle va atteindre sa quintessence en tant que joueuse d'échecs lors du final, quoi. Et le truc qui est assez ouf dans ce film-là, c'est la façon dont il va te rendre chaque partie, elles sont nombreuses, hyper limpide, avec sa mise en scène, quand bien même tu ne bites absolument rien aux règles des échecs, quoi. Ou si tu sais vite fait que le cavalier ça fait ça et que le pion il fait ça. Ouais, ok, bon. Mais bref, et pourtant, ce qui est marrant, c'est que autant la série est hyper tactique, elle te décrit vraiment très bien les méandres tacticiennes des joueurs, des joueuses, etc. Mais t'es jamais paumé parce que le mec, il arrive toujours à te rendre ça fluide et dynamique. Et la fin, honnêtement, il y a un moment donné où, grosso modo, elle est en URSS, elle commence à se coltiner tous les boss de là-bas, etc. Machin, truc et tout. Et puis ça devient une héroïne populaire avec les médias qui l'attendent, tac, tac. Et en plus, elle apprend à embrasser ça, à apprendre à embrasser la reconnaissance de l'extérieur, parce qu'elle finalement, pour appartenir au monde, en fait, et pour se trancher derrière sa position. Il y a un moment donné, je me dis, putain, mais j'ai l'impression de regarder Rocky 4. Tu sais, à la fin, quand t'as Dolph Lundgren et Stallone qui sont. Ouais, ok, vendu. Ouais, et que tu as même les dirigeants soviétiques qui sont là, qui commencent à faire vas-y Rocky, et puis les gens qui soulèvent, ouais. Je dis, putain, mais le mec, il arrive à me rendre une partie d'échecs à ce niveau-là, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce mindfuck, quoi? Tu vois, mais vraiment, comment tu fais pour me faire une partie d'échecs aussi captivante qu'un combat de boxe dans le plus grand film de l'humanité? Ou presque. Et voilà, quoi. Du coup, on est vraiment à ce niveau-là. Et pour terminer là-dessus, ces dramaturgies super-héroïques, effectivement, moi, ça m'a fait beaucoup penser au personnage de Jean Grey dans les X-Men, en fait, qui n'a jamais connu, en fait, les bénéfices d'un traitement digne de ce nom dans les films qui lui étaient consacrés, en fait, hein, que ce soit le dernier film de la franchise X-Men, qui était X-Men... Dark Phoenix. Ouais, Dark Phoenix, ou le X-Men numéro 3 de ce grand réalisateur mésestimé qui est Brett Ratner. Et en fait, c'est ça, parce que dans Dark Phoenix, vous avez déjà ce personnage qui portait en elle un pouvoir tellement gigantesque et qui se retrouvait progressivement débordé, en fait, par ce pouvoir, finalement. Au moment où il se révélait à elle, qui se révélait à elle, pardon. Et en fait, Bess Harmon, c'est un peu ça. Et même dans l'apparence, comme elle est vraiment filmée comme une icône du début à la fin, elle a cette chevelure rousse, tu sais, qui est hyper marquée, tu sais, mais qui du coup en fait un trait visuel de caractérisation. Et il y a vraiment une logique d'iconisation de super-héros là-dedans. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui a un pouvoir gigantesque, terrifiant, qui s'en sert pour aplatir ses adversaires littéralement dans des parties, etc. et tout, et qui a du mal à la canaliser dans sa vie sociale, en fait. Et c'est comment un être exceptionnel va apprendre à vivre parmi le commun des mortels, quoi. C'est ce qui était un peu la problématique de Jean Grey, en fait, quelque part. Comment ne pas te faire submerger, en fait, par ton pouvoir pour apprendre à le canaliser, atteindre ta connaissance pour bouffer, en fait, le véritable l'ennemi, en fait. Là, en l'occurrence, le joueur d'échecs soviétique qui est quand même super sympa à la fin, quoi. Mais du coup, voilà, quoi. C'est le jeu de la dame, c'est hyper riche, à la fois thématiquement, à la fois narrativement, à la fois visuellement. En fait, c'est une œuvre où en fait, on a l'impression que toutes les pointures dans leurs domaines respectifs se sont associées pour pondre un truc haut de gamme qui se fait une haute opinion, non seulement de son sujet, non seulement de son médium, mais surtout du spectateur qui est en train de regarder, qui veut le regarder. Donc, si vous voulez avoir une expérience qui est à la fois divertissante, qui est à la fois émouvante et tout ce que vous voulez, mais qui est aussi gratifiante parce qu'on sent qu'on s'est occupé de vous, on sent qu'on aime le très bien fait, on sent qu'on vous prend pour un con et on sent qu'on veut communiquer avec vous sur des émotions élevées, regardez le jeu de la dame. C'est un chef-d'œuvre hollywoodien, un chef-d'œuvre du cinéma américain qui est une mini-série sur Netflix. Voilà. En plus, la dame étant Anya Taylor-Joy, voilà, qu'on a vu. Enfin, moi, je l'avais croisée dans l'excellente autre série Peaky Blinders.
On la voit peu, mais on la voit. Et après, je tiens quand même à signaler qu'elle a eu aussi énormément de chance dans sa jeune carrière. Elle a que 24 ans. C'est quand même qu'elle est aussi elle a eu la chance de tourner dans les X-Men, quoi. Franchement, les nouveaux mutants. Bam. Voilà. Mais par contre, on l'a vu dans Split. Ouais, tout à fait. Ça, il faut le Elle dire. était très bonne. Non, elle a joué dans les Nouveaux Mutants. Par contre, c'était pas la pire dans le film. Hein, Non, tout à fait, on est d'accord. Comparé à Ce l'autre qui qui est joue dans Game of Thrones, là. Ce qui est marrant, c'est qu'elle jouait dans Split, et Split, c'est pareil, ça te racontait en fait l'avènement d'un être exceptionnel dans un film qui était déguisé en film de tueur en série ou de serial killer un peu lambda, quoi. Mais en fait, Split, c'était vraiment l'avènement d'un super-héros. James McAvoy, en fait, c'était un être exceptionnel qui assumait, qui se découvrait et qui révélait ses dons à la fin. Et Glass, c'est la suite partait de ça, quoi. Donc c'est marrant que je pense qu'il y a une trajectoire de carrière. Elle est jeune, hein, mais il y a déjà une trajectoire cohérente qui se dessine dans sa carrière, tu sais. Et je trouve qu'elle a quand même cette facilité en elle à porter en fait ces univers-là et ces problématiques-là. Même Hier, elle a la vraiment- réponse, c'est sur le super-héroïsme. C'est que je pense à cette séquence où elle est gamine et puis il y a le gardien de l'immeuble qui s'entraîne avec elle, mais il y a aussi le professeur de jeu d'échecs du lycée qui est là. Et à un moment donné, elle joue même plus assise, c'est-à-dire qu'elle marche, elle commence à dire pion à telle place, pion à telle place, pion à telle place. Et puis en même temps, on a ses visions au plafond et tu te dis non, mais en fait, elle a un pouvoir, c'est le professeur Xavier, et puis elle voit les choses et tout. Et tout est fait pour en faire, ouais, comme tu dis, une super-héroïne. Et on retrouve même aussi ces duels, des duels de super-héros, où elle va user de pouvoirs comme gêner. Je pense quand elle joue avec le gamin, je sais plus si c'est un jeune russe. Quand elle joue contre un gamin, je ne sais plus quel épisode, avant de jouer contre l'adulte, elle écoute, comme tu dis, il y a une vraie stratégie, et en même temps, elle sait déjà comment elle va gagner, comment elle va perdre. Ses limites, c'est en fait, elle ne surfe pas sur le temps. Oui, clairement, ouais. Et là, ça devient presque une sorte de pouvoir métaphysique que d'être une joueuse d'échecs et notamment d'être Beth Harmon, ce qui est assez incroyable. Mais je pense qu'il y a un truc qui est derrière aussi, c'est tu dis Anya Taylor-Joy, elle a une trajectoire, mais Scott Frank aussi, parce que c'est quand même le scénariste aussi je l'ai pas dit, mais du Combat de l'Immortel et puis de Logan. Oui, c'est vrai. Et donc de Mangold, et quelque part, du coup, on comprend le pourquoi du comment. C'est clair, mais en plus, il y a aussi deux personnages, même un seul personnage qui n'arrivait pas à se fondre parmi les mortels. Ouais, exact, c'est vrai. Et en plus, mais tu vois, en plus, je pense que quelque part, faudrait. Alors, j'ai pas fait le boulot de vérifier s'il y avait les grands films qui étaient consacrés aux jeux d'échecs. Bon, je sais qu'il y a la scène de l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison où tu ouais. D'ailleurs, qui est génialement parodié, c'était dans Hotshot 2. Ouais, Austin Powers, voilà, ouais. Tu sais comment on se chauffe en Russie? Je crois deviner, baby. On fait partie des chèques. J'étais loin du compte. Mais en fait, je sais, il y a quelques années, tu avais Edward Zwick qui avait réalisé un film avec Tobey Maguire qui était pareil, une sorte de biopic sur un joueur d'échecs, je crois peut-être, ouais. Et j'adore Tobey Maguire, mais c'était à chier, quoi. Mais vraiment déjà parce que sympa. Ah non, c'était pas le Zwick mais Zwick est à mon avis un réalisateur très surestimé. De deux, en fait, c'était bourré d'effets de style de cheapos pour te comprendre que le mec était génial, mais il était aussi perturbé parce qu'il était génial, mais il était perturbé parce qu'il était génial. Donc tu avais tout la caméra qui tremble, les vieux filtres à image tout pourri qui disaient attention, putain, je suis pas bien dans ma tête, j'ai trop de Bon Dieu, je suis un génie schizophrène, et comment j'ai fait? Et puis Tobey Maguire, il faisait ça tout le temps. Bref, c'était infernal. Mais là, en fait, mais du coup, c'est difficile de rendre un jeu d'échecs ludique, en fait. Fun, visuellement captivant et tout. Et alors, je veux pas dire de conneries, donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'est la première fois que le mec, tu vois pas le jeu d'échecs comme un truc de nerd, en fait, comme un truc de geek à lunettes, etc. Et tout. C'est vraiment un truc excitant, tu vois.
Et même les joueurs sont filmés comme des sportifs, comme des super-héros ou n'importe quoi, tu vois. Et parce que c'est ludique, en fait. C'est fun, c'est captivant parce que tu comprends tout ce qui se passe quand tu bites rien à la tactique. Et encore une fois, hein, je me plante peut-être, mais j'ai pas souvenir d'un film d'une série qui a réussi à faire ça, quoi. Rendre le jeu d'échecs fun. Mais parce que c'est ça, comment tu fais pour traduire un truc aussi compliqué visuellement, en fait, pour le rendre limpide, pour rendre ces enjeux compréhensibles? Comment tu fais vraiment, quoi? C'est une question de cinéma, de malade mental. Et le mec, en fait, a réussi à s'imposer, quoi. Et il a réussi à la résoudre. Bref, c'était un échec et mat. Voilà. C'est sur ces derniers mots, je pense qu'on va terminer sur la dame du jeu ou la dame au jeu, je ne sais plus. La dame, Le jeu de la dame. le jeu de la dame, purée. Ouais. La dame au jeu, purée, je l'ai vieilli au moins 30 ans, la fille. Donc, on va se regarder la bande-annonce de la mini-série. On se retrouve après pour un dernier sujet. Des hommes vont venir et ils voudront t'apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. Un jour, tu verras, tu seras seul. Tu dois donc apprendre à te protéger et à prendre soin de toi. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Mademoiselle Harmon, Bess. Psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour le génie et la folie. Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi. Il y a un joueur qui me fait peur. Qui? Le Russe. Don't make me over. Cet homme est champion du monde. Je suis censée aller en Russie, mais ce que je veux, c'est boire. Je m'inquiète pour toi. Don't make me over. Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Peut-être que c'est dans mes gènes. Ma mère est devenue cinglée. Elle l'est devenue ou elle l'a toujours été? Je sais même pas si je suis assez bonne. T'es la meilleure qui soit. Tu as un talent inouï. Mais tu devras en payer le prix. Difficile à dire quel en sera le montant pour toi. Alors, on vient de voir un extrait du jeu de la dame et pas de la dame au jeu, la mini-série Netflix créée par Scott Frank. Et donc, c'était pas le stratège avec Tobey Maguire, mais c'était Adrien. Terminé par encore, c'est assez fou, je pense qu'il y a un croisement d'esprit dans la nuit. On va terminer par un autre super-héros. On va terminer avec Flash Gordon, le vrai, le seul, l'unique, et notamment le film de 1980. Sinon, c'est et pas de drôle. ce fait, est-ce que tu peux nous chanter le générique comme tout à l'heure? Ouais, Tu l'as fait en off. ça fait Flash. Ah, faut imaginer plein de bouches parce que il y a beaucoup de ah. The savior of the universe. Puis là, t'as Samuel L. Jones qui arrive et puis t'as Mark Wahlberg qui dit je suis fan absolu. Non, en fait, c'est un autre film, peut-être. Alors, donc Flash Gordon, 1980, réalisé par Mike Hodge et surtout produit par Dino De Laurentiis. Le seul, l'unique, le vrai, le grand Dino De Laurentiis. Alors, je vais vite fait recontextualiser parce que c'est quand même un gros sujet, hein, Flash Gordon. D'abord, c'est un comics, notamment un pulp, qui est sorti dans les années 30 et qui a été créé par Axel Raymond, notamment pour créer
si vous voulez, il y avait le succès de Buck Rogers. Il fallait que la firme pour laquelle bosse Axel Raymond produise leur propre Buck Rogers. Donc, ils ont notamment créé Flash Gordon. Ensuite, il y a eu des serials au cinéma. Il y a eu trois films, hein, donc pour un serial au cinéma entre 1936 et 40. Puis il y a eu une nouvelle série de comics dans les années 60 jusqu'aux années 80. Et puis des séries télé. Encore une récemment, je pense dans les années 2010, un truc dans le genre qui avait l'air assez naze. Et après, dans les années 80, on a eu un projet, plutôt dans les années 70, post-Star Wars. On a eu un projet parce que, si vous voulez, Dino De Laurentiis, il voit Star Wars et dit « Mais moi, je veux mon Star Wars ». Alors, il va se dire « Je veux faire Flash Gordon ». Et il va y avoir deux choses. Il va y avoir un premier projet qui est celui de Nicolas Reg. Donc, Nicolas Reg, on le connaît pour notamment le film qu'on aime beaucoup, la première adaptation c'est Les Sorcières, je crois. Le titre original, je crois que c'est même The Witches. Mais aussi Ne vous retournez pas, par exemple. Et donc, il a fait une version, il a travaillé une version avec un scénariste qui s'appelle Michael Allin. Ça devait être un film assez sérieux, assez novateur aussi, sur la notion d'espace, sur le fantastique. Ça aurait pu être un très très grand film. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le producteur Dino De Laurentiis finalement a dit non, mais ça va pas aller parce que c'est pas du tout ce qu'il voulait faire au final. Et donc, il va engager un autre scénariste qui s'appelle Lorenzo Semple Jr. Vous avez vu, j'ai bien réussi à le dire, son nom là. Et, qui a été notamment scénariste sur le King Kong de Dino De Laurentiis, donc le King Kong des années 70, mais aussi sur les 3 jours du Condor, ce qui est assez étonnant quand même, ou sur 3 jours du Condor qui était aussi produit par De Laurentiis, sur À cause d'un assassinat de Alan J. Pakula, ça m'a assez surpris, mais et surtout sur la série et le film Batman des années 60. Ceci explique donc cela. Alors pourquoi il l'a appelé ? Tout simplement parce que Laurentiis a dit « Moi j'aimerais que mon adaptation Flash Gordon, finalement, on retrouve ce charme désuet, premier degré, presque naïf, du pulp des années 30. Quoi. » Et donc il va aller là-dessus, et puis en même temps, avec l'arrivée de ce scénariste, on va y mettre un peu d'ironie, on va forcément y mettre un peu d'humour, parce que c'est aussi la marque de Semple. Et donc on va arriver à un tout autre film. Le film va être réalisé par Mike Hodge. Mike Hodge, c'est qui ? C'est celui qui a fait la meilleure version de Get Carter, parce qu'il y en a eu 2. Il y en a une avec Stallone qu'il vaut mieux oublier, et il avait fait aussi un deuxième film avec Michael Caine, donc après Get Carter, qui s'appelle Pulp. Alors je sais plus le titre français, mais je l'ai vu ado. Pulp, je trouvais ça vachement sympathique. Je pense qu'il doit être disponible en Blu-ray, mais plutôt chez les Britanniques, comme d'habitude. Et quoi ? Il avait aussi réalisé un film avec Clive Owen qui s'appelait Je dormirai quand je serai mort, ou un truc comme ça. C'est un titre. Il a fait La Malédiction 2, juste avant de faire Flash Gordon. Et bien sûr, on a Dino De Laurentiis, qu'on connaît tous parce qu'il a été un grand producteur italien, mais aussi international. J'ai repris quelques titres parce que c'est important. Il a par exemple produit La Strada avec un autre producteur, donc La Strada, le très grand film de Fellini, donc avec un autre producteur qui s'appelle Carlo Ponti, qu'il faut pas oublier. Il a notamment produit son King Kong. Il a produit Danger Diabolique de Mario Bava, qu'on espère un jour voir en Blu-ray en France, parce que c'est assez fou visuellement, c'est hyper coloré, c'est baroque, ça va partout. Il nous a fait Barbarella de notre cher Roger Vadim, ou encore Conan, qu'on adore tous, sorti en 82, et en 84, il a aussi produit La Catastrophe Dune, par David Lynch. Donc ça, c'était pour contextualiser. Donc on arrive au film Flash Gordon. Donc qu'est-ce que ça raconte, Flash Gordon ? C'est l'histoire d'un sportif qui est embarqué de force avec une nana par un scientifique, et puis ils vont arriver sur la planète de l'empereur Ming. Ming Je crois que c'est ça, Ming ou un autre, bref. Un empereur vachement vilain et tout rouge qui veut faire chier les terriens et contrôler l'univers. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base originale.
Et donc, avec De Laurentiis, ce qui va se passer, c'est que, comme on se souvient de Conan, et on l'avait très bien dit dans une vidéo sur notre page Popcorn Reborn, on a des décors énormes. Et ben, c'est valable aussi pour Flash Gordon. On a des décors énormes, des costumes qui sont complètement improbables pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire mais par contre, on a un vrai plaisir kitsch et à ne pas confondre. C'est-à-dire que le kitsch, c'est le fait de détourner des visuels qui peuvent être dépassés, mais pour en faire autre chose. Bah là, c'est exactement ça, quoi. On va prendre quelque chose de désuet, on va le réutiliser, et on a un vrai travail kitsch formidable sur ce film, qu'on a beaucoup, un film culte, mais c'est exactement ça. Je vais vous le montrer, il est là. Voilà, qui est sorti en Blu-ray. Ah bah ouais, super. Hein. Voilà. C'est la version 4K chez les Avis Non, c'est la version 4K chez Studio Canal qui me l'ont offert gentiment. Salaud. Ouais, je sais. Il y a même un t-shirt abominable qui va avec. Donc on arrive là-dessus. Et alors c'est un film qui n'a pas forcément toujours bonne réputation. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Donc les décors, notamment de Danilo Donati, qui a en fait qui a beaucoup travaillé avec Fellini, donc qui a travaillé sur son Casanova Armacore, Intervista ou Satyricon, quoi. Où il a encore travaillé avec Pasolini. Et quoi? D'accord, je me dis ça explique beaucoup de choses en fait. Ouais, ça explique énormément de choses. Enfin, tu vois, c'est hyper baroque, c'est grandiloquent au possible. Et il a bossé sur Salo ou les 120 jours de Sodome de Pasolini, ainsi que Les Mille et une nuits. Donc, ce qui explique encore beaucoup de choses. Mais bref. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic Earthlings! Who can save you now? Flash! Savior of the universe! Strange object imaged in the Imperial Vortex. Flash! You save every one of us! Remove the Earthwoman. Prepare her for our pleasure. Flash! Don't kill him yet, Father. I want him. He's a miracle. Go, Flash, go! Flash! Flash! King of the impossible! He's for every one of us! Stand for every one of us! He's saving the body! Rien que pour ça, je vous conseille de voir le film. Autre chose, donc deux défauts que moi j'ai relevés, en fait, que je pense qui ont merdé complètement le film, c'est l'acteur principal qui est une catastrophe totale. J'ai l'impression qu'en fait c'était une sorte de gros débile qui ne savait pas du tout où il était et qu'il y avait Dino De Laurentiis ou Michael qui disait hey, gros con, viens ici, c'est là que tu dois te placer et dis cette phrase. Tiens, on va te mettre tiens, on va te mettre un panneau. Dis-la. Et en fait, le mec, t'as même pas l'impression qu'il y a des connexions neuronales qui se font quand il dit la phrase, quand il sort une réplique. Et ce qui est terrible, parce que tu vois ses yeux, ils sont vides comme la mort, quoi. Je me demande si Dino Laurentiis, il aurait pas voulu essayer de refaire le coup de Schwarzenegger avec Conan, de prendre un acteur non professionnel, tu sais, qui est plus là comme athlète que comme acteur. Mais déjà, il n'y a qu'un Schwarzenegger, donc la question ne se pose pas. Et deuxièmement, c'est Conan, tu comprenais, parce que tu avais un sauvage, littéralement, qui apprenait à devenir acteur dans le film. Et là, je suis pas sûr que le projet soit aussi cohérent. En plus, Conan s'est fait 2 ans après, quoi. Et tu dis, le mec a peut-être retenu la leçon, parce que il a peut-être retenu la leçon. À mon avis, il a trouvé un vrai sportif qui était un pur neuneu fini. Et puis il s'est dit, oh, mais c'est ça la vision du sportif pour un Européen. Donc,
Sauf qu'il est. Non, enfin, en fait, le truc, c'est que t'as même pas l'impression qu'il a compris dans quoi il jouait, où est-ce qu'il était, dans quelle temporalité il vivait, qu'il était en fait un être humain. Enfin, Sam J. Jones, je suis désolé pour lui, hein, mais ce n'est pas un acteur, c'est un non-acteur, c'est tout l'inverse, c'est horrible. Il est con comme la pluie, quoi, littéralement. Et du coup, tu te dis, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le reste du casting marche. Max von Sydow ou encore Timothy Dalton. Timothy Dalton, tu sens que quand il fait son personnage, qui est en plus tout en vert, ben, il joue le Errol Flynn, quoi. Il joue Errol Flynn qui nous fait Robin des Bois. Et c'est malin. Enfin, tu comprends même Max von Sydow, il fait les empereurs et les rois des films des années historiques, les reconstitutions historiques des années 30-40. Ils savent exactement dans quoi ils jouent, qu'il y a une distance plus ou moins ironique. Enfin, ils le savent, il y a cette conscience. Même Ornella Muti, la sublime déesse italienne, elle sait exactement pourquoi elle est là, quoi. Je veux dire, il y a une logique. Et du coup, tout marche assez bien, sauf l'acteur principal qui est une catastrophe, et tu te dis, merde, c'est quand même le mec qui joue Flash Gordon, donc ça va mal se passer. Et ça se passe assez mal, je vais pas vous mentir. Faut le voir sur son scooter volant pour y croire. Et puis il y a un deuxième souci, c'est les effets spéciaux qui ont été, les effets visuels qui ont été sabotés, qui ont été juste mal foutus. Parce qu'à la base, il y avait un autre superviseur des effets visuels. Finalement, De Laurentiis a dit on va prendre celui qui a bossé sur King Kong. Et ça ne marche pas sur beaucoup de plans d'intégration, quoi. À tel point qu'on voit du brouillage grisonnant, tellement l'intégration est dégueulasse, la surexposition est dégueulasse. Et tu dis merde, pour un film qui a coûté plus cher qu'Empire contre-attaque, qui a coûté quand même 28 millions de dollars, quoi, contre 25. Ouais, ils ont dépassé le budget. Ouais. 28 millions contre 25 pour l'Empire contre-attaque, tu te dis ah ouais merde, il y a peut-être eu une couille dans le potage, comme on dit. Et du coup, bah, on ressort de ce film, bah, on se dit merde, bah, c'est vachement chouette. On a l'impression de voir une sorte de serial, voilà, avec le ton des années 30, mais aussi avec l'ironie qui est assez savoureuse des années 60, et surtout toutes les couleurs et la pop, enfin l'aspect pop, tant dans les couleurs, dans la mise en scène, mais aussi dans la musique, parce qu'il faut pas oublier que c'est Queen qui a fait la bande son, et elle est complètement timbrée, cette bande son, elle est juste magnifique, et c'est jouissif. Et du coup, tu te dis merde, pourquoi il y a eu ces deux gros problèmes qui sont venus entacher le film, qui aurait pu être une sorte de petit classique, une sorte de film un peu à part, quoi. Et un peu à part en plus dans les space opéras qui avaient atteint une forme de maturité avec Alien, l'Empire contre-attaque, et puis plus tard les autres tours de Star Trek, etc., quoi. Et donc voilà, enfin c'est mon retour sur Flash Gordon que j'ai beaucoup apprécié malgré les problèmes, et je pense qu'il mérite d'être découvert, quoi. Surtout que la version 4K qui a été supervisée par Studio Canal est assez sublime, sauf sur les plans effets spéciaux, je vais pas vous mentir, hein, il y a du bruit. Il y a du bruit parce que c'est mal branlé, hein. Mais par contre c'est assez top, les pistes sonores sont assez cool aussi. Voilà. Et Flash Gordon qui a également marqué beaucoup Seth MacFarlane, puisque c'est l'acteur de Flash Gordon fait une apparition en Flash Gordon dans Ted avec Mark Wahlberg, et l'ours jure avec la voix de Joey Starr en français. Ouais, non, mais c'était en plus la voix de Joey Starr sur celle de MacFarlane, je veux dire, il y avait un contresens qui était assez terrible, quoi. Mais et quoi? Que le contresens fonctionnait bien, parce que oui, c'est clair que c'est sans doute pas du tout le même personnage, du coup. On va dire que la création de Joey Starr était plutôt, enfin, j'avais trouvé ça plutôt marrant, quoi. Ouais, bah moi je te chie dessus puis je t'emmerde aussi. Et non, mais c'est vrai qu'on retrouvait Sam J. Jones parce que le personnage de Mark Wahlberg est fan de Flash Gordon, Ted, le personnage du nounours Ted l'est aussi. Donc il y avait tout un jeu de blagues, un running gag sur ce film-là en particulier, quoi. Mais en tout cas, je vous conseille, les décors sont complètement fous, les couleurs sont explosives, les acteurs, franchement, ils ont un gros plaisir, à part l'acteur principal qui ne sait pas du tout où il est. Et d'ailleurs, je pense que j'ai l'impression que tout le monde a compris que c'était pas du tout un acteur, dans le sens où sa carrière après a été catastrophique. Il a enchaîné quelques apparitions dans des séries télé, puis dans Ted, et on l'a jamais revu, quoi.
De toute façon, je pense que comme le film a bidé, de toute manière, plus personne ne voulait bosser avec lui après quoi. Parce que à partir du moment où tu es tenu pour partie responsable d'un naufrage financier pareil, ça devient ton acte. Ouais, après, il y a quand même il y a un producteur dans un des making-of, je sais plus si c'est un producteur ou un scénariste, qui dit que le film a quand même marché un peu. Alors, c'est sûr, il n'y a pas cartonné absolument, mais il y a eu quand même des très bons retours critiques. Et je pense que c'est plutôt des critiques européennes qui aimaient ce genre d'adaptation de bande dessinée, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est comme tu le disais, tu sais, c'est parce que. Alors, est-ce que le problème du film, finalement, ça serait pas qu'il aurait été fait pour un public, disons, américain, alors qu'en fait, il est très empreint d'une sensibilité européenne, même dans sa façon même dans sa direction artistique. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Tu parlais de Danger diabolique. Ouais, clairement, tout à l'heure. C'est pas ça. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à ces films-là, quoi, clairement, ouais. En fait, moi, je me suis même dit, putain, mais Schumacher, il a peut-être dû bosser dessus parce que c'est Batman et Robin, mais en version plus réussie, tu vois. Au moins cohérente sur le bordel. Batman et Robin est très cohérent, c'est un chef-d'œuvre. Il nous cherche des crosses, vieux frère. Mais je sais que Matthew Vaughn veut en faire un remake en série télé ou en film, je sais plus, depuis quelques années. Et quand il pense, c'est assez cohérent parce que, comme lui, il adore les James Bond avec Roger Moore. Ok, il a voulu rendre hommage dans Kingsman. C'est un type qui a le sens, pas de sketch là, mais du décor un peu grandiloquent, très coloré, très campy, parfois un peu campy, etc. Et tout, mais il sait vraiment vachement bien les utiliser. Et Flash Gordon étant, si je me gourre pas, à peu près de la période des films des James Bond de Roger Moore, le tout est assez cohérent en fait. Ouais, complètement. Bah, écoutez, je pense qu'on va se terminer notre prog dessus. Donc moi, je vous conseille, c'est de choper la version de Studio Canal, même si Euro avait fait une édition collector qui tuait le game, on va pas se mentir. Mais bon, soit, c'est comme ça, c'est la vie. Nous sommes français, acceptons-le. On se retrouve dans une petite semaine. De quoi va-t-on parler dans une semaine? Ouais. Moi, j'ai une idée. J'aimerais revoir un film que je sais pas, tiens, ce que vous en pensez. Faites-moi un teasing de mon choix et dites-moi si c'est le bon choix. La semaine prochaine, j'aimerais pouvoir vous parler d'un film que j'ai super envie de revoir depuis longtemps, qui est d'ailleurs sa version longue. Batman et Robin. Lequel? Léon. Ah non, non, pitié. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Non, parce qu'ils l'ont sorti en 4K, cette version longue en plus. Ah ouais? Je sais même pas pour te dire. Mais moi, je crois que Léon, c'est le film préféré de Frédéric Mitterrand, Gabriel Matzef et Marc Dutroux, les trois ensemble. Après, j'ai envie de dire, quand on sait que un de tes films préférés, c'est The Predator, on a placé le contexte. Hein. Tout est permis. Hein. Non, mais pas être en dessous de la braguette, quoi. Non, mais je dis pas, Léon est un film d'auteur. C'est clairement un film d'auteur sur un adulte de 41 ans qui vit une histoire d'amour avec une gamine de 14 ans, avec ce que ça sous-entend d'attirance platonique. Hein. C'est bas. Bon, ok, choisir un vrai film. C'est bon si on peut pas se marrer 2 minutes. Bon, voilà, c'est le plus grand polar pédophile du monde. Voilà, je l'ai dit. Léon est le plus grand polar pédophile. Ouais, et Adrien, tu vas nous parler de quoi? Je ne sais pas du tout. Il ne sait pas. Guillaume, tu sais. Il ne sait pas. Le 5e élément, peut-être? En voilà une bonne idée. Ça, c'est Flash Gordon français, le 5e élément. Lilou Dallas Multipass. Il est très bien, ce film. Bon, bah écoutez, on se retrouve la semaine pro si ça vous va. On vous souhaite une bonne santé, un bon confinement. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention au gouvernement, faites attention à... Parce que la vérité est peut-être ailleurs. Voilà. Et n'oubliez surtout pas le Quick and Connect. Oui, c'est important. Et à très vite. Tu peux acheter et manger. Radio